Les Sénégalais perdent la vie dans les eaux mauritaniennes. Ils font partie de la soixantaine de migrants morts noyés après le naufrage de leur embarcation. Le drame s'est produit mercredi. Pour le moment, aucune réaction officielle des autorités sénégalaises. La Mauritanie, justement, a décidé de prolonger d'un an les licences de pêche accordées à des Sénégalais et d'annuler certaines amendes. Une révélation du ministre des Pêches. Alioune Ndoye a tout de même appelé les pêcheurs à respecter les lois en vigueur dans le pays voisin. Plus de 2 mois après le double meurtre d'enfants à Touba, la police scientifique de retour sur les lieux. Les enquêteurs ont effectué de nouveaux prélèvements. Le père des victimes qui avait tenté de se suicider n'a toujours pas été entendu. 5e et dernier jour de grève des travailleurs de la SDE, la distribution de l'eau sérieusement perturbée dans plusieurs localités de la capitale. Pas encore de réaction officielle des autorités sénégalaises après la disparition de 13 Sénégalais au large de Nouadhibou en Mauritanie. Leur embarcation a fait naufrage mercredi dernier. Ils étaient au total 150 à 180 individus à bord de la pirogue, des personnes désirant gagner l'Europe. Les détails à Nouakchott avec Mohamed Diop. Il y avait au total 23 Sénégalais à bord de la pirogue. 13 parmi eux sont morts ou portés disparus, dont les 2 capitaines. Certains de ces Sénégalais venaient de la localité de Karang, près de la frontière avec la Gambie. D'autres résidaient et travaillaient en Gambie, où la pirogue était partie pour rejoindre les côtes espagnoles. Le point de départ était la ville gambienne de Bara. Ce jeudi, le bilan où la pirogue était partie pour rejoindre les côtes espagnoles. Le point de départ était la ville gambienne de Bara. Ce jeudi, le bilan est passé de 58 à 62 morts après que 4 nouveaux corps sans vie ont été repêchés. Au départ, la pirogue comptait 195 migrants clandestins, dont 13 femmes. Toutes ces femmes de nationalité gambienne ont péri, sauf 2. L'accident est survenu au large de Nouadhibou, dans le nord-ouest de la Mauritanie. La pirogue s'est heurtée à un rocher. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, lui, était à Saint-Louis. Alioune Ndoye a sur place annoncé la prorogation d'1 an des licences de pêche et une annulation de plusieurs amendes. Parlant des incidents qui surviennent parfois entre pêcheurs sénégalais et gardes-côtes mauritaniens, le ministre a appelé au respect des lois et règlements en vigueur dans la République islamique. Mohamed Nabissilla à Saint-Louis. Pour sa première visite depuis qu'il a été porté à la tête du département de la pêche et de l'économie maritime, le ministre Alioune Ndoye a apporté la bonne nouvelle aux pêcheurs de Guet-Ndara à propos des licences de pêche. Ils ont accepté d'annuler donc le paiement du 3e trimestre qui se rattache à la licence. La plupart des amendes qui étaient en tout cas établies, sauf une nature d'amende qui touche justement au type de pêche qui sont interdits au niveau de la Mauritanie, mais également d'accepter de proroger ce protocole pour une année à nouveau. À propos de la brèche qui a fait plus de 415 morts depuis son implantation en 2003, le ministre Alioune Ndoye a expliqué que des travaux d'urgence pour le balisage et le dragage vont bientôt démarrer en attendant une grande infrastructure fluvio-maritime qui permettra de sécuriser les pêcheurs. C'est un point critique, la brèche, parce que puis, il va falloir beaucoup de surveillance et de discipline pour la traversée de cette brèche-là. Il y a un programme qui va être lancé là. C'est une solution à court et moyen terme. L'État a une ambition beaucoup plus grande pour cette brèche-là et qui réclamera des investissements énormes pour en tout cas rétablir toute cette zone-là du point de vue environnemental, écologique et également d'un passage sécurisé pour les acteurs de la pêche. Le ministre Alioune Ndoye n'a pas manqué d'inviter les acteurs de la pêche à se conformer aux lois et règlements de la Mauritanie pour une bonne coopération de pêche entre les 2 pays. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissilla. Un nouvel élément dans l'enquête sur les meurtres de 2 garçons à Touba le 27 septembre dernier. La police scientifique s'est rendue 2 fois de suite sur les lieux du drame cette semaine. Des prélèvements supplémentaires ont été effectués et l'enquête pourrait bientôt être bouclée. Le père des jeunes victimes qui avait tenté de mettre fin à sa vie n'a pas encore été auditionné. Mariama Diop. 2 mois après la mort de Serigne Baké Touré et Mame Daouda Touré, 2 enfants âgés de
de 4 et 2 ans retrouvés égorgés à Touba sur la route de Darou Rahman. Les éléments du laboratoire de la police scientifique multiplient les allers et retours entre Dakar et Touba. Ce jeudi, la police scientifique était encore sur les lieux du drame pour d'autres prélèvements. C'est la deuxième fois qu'ils débarquent sur les lieux au courant de cette semaine. Déjà, lundi dernier, informent nos sources, ils étaient aussi de passage dans la maison des Touré fermée depuis le jour du meurtre, comme pour dire que les enquêteurs ont décidé de l'accélération de la procédure. Même si les auditions des membres de la famille ne sont pas toujours terminées, le père des 2 garçons est sorti de l'hôpital, mais n'a pas pu faire face, pour le moment, aux enquêteurs. 68 jours après le meurtre des 2 garçons au quartier Darou Rahman, le coupable, toujours dans la nature. Marema Diop, Touba, RFM. RFM, partout. Il est 7h06. Les travailleurs de la Sénégalaise des eaux bouclent ce vendredi 5 jours de grève. Ils avaient décrété 72 heures en début de semaine avant de prolonger le mouvement d'humeur lors de leur assemblée générale mercredi. Les conséquences se font sentir depuis mardi. De nombreux quartiers n'ont pas d'eau. Les agents de la SDE qui ont rencontré à 2 reprises le ministre de l'eau et de l'assainissement sans trouver de consensus réclament 15% du capital de Suez. Le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes annonce un plan d'action avec les opérateurs de la téléphonie pour régler le problème de réseau dans le département de Bakel. Abdouli a constaté lors d'une visite que dans plusieurs localités de l'arrondissement de Kéniéba, le réseau fait défaut. Moussa Oumargué. Dans plusieurs localités de la région de Tambacounda, les élus des collectivités territoriales ont déploré l'absence et ou la mauvaise qualité du réseau de téléphonie mobile. Soriba, le maire de la commune de Medina Fulbe, de Sanahole jusqu'à son concours 205 km, qu'il n'y a pas de réseau téléphonique dans l'arrondissement de Kéniéba. Depuis 2014, quand on m'a élu comme maire, j'utilise les téléphoniques Wassa Mali dans mon bureau jusqu'à nos jours. Pour évacuer ces malades à Kéniéba, il faut envoyer quelqu'un de 33 km pour qu'il puisse venir dire à l'ambulance, voilà, on a un malade, c'est le Malitel seulement. On a écrit ça en 2016, adressant un courrier au directeur de l'ARTP. Il nous a répondu en nous disant que, voilà, on est en train de suivre l'affaire avec les opérateurs, mais jusqu'à nos jours, il n'y a pas de réponse. Selon Abdouli, le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et postes, un plan d'action sera élaboré pour essayer d'apporter une solution. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles. C'est un secret de polichinelle. On parle de 2G, de 3G. Dans certaines régions, j'aime à le dire, on a 0G. On n'a pas de réseau. Notre premier objectif, c'était d'abord de sillonner avec nos équipes qui sont en train de faire des mesures techniques. Le deuxième objectif, c'est nous-mêmes de venir rencontrer les populations. Le troisième objectif, ce sera de nous asseoir avec les opérateurs. En définitive, les représentants des opérateurs de téléphonie se sont engagés à apporter des innovations conformément à leur cahier de charge. Toujours est-il que les populations vont devoir prendre leur mal en patience. Moussa Oumargué, Tambacounda, Radio Futur Média. La question de la nouvelle convention collective nationale du secteur de la presse s'est invitée au vote du budget programme du ministère de la Culture et de la Communication. Et c'est le député Mbéry Silla qui veut que l'État autorise des inspections dans les organes de presse pour vérifier si les dispositions sont respectées. Il a plaidé pour des sanctions dans le cas échéant. Abdoulaye Diop. Selon le député Mbéry Silla, les contrats entre patrons de presse et journalistes ne sont pas respectés, d'où son souhait d'envoyer des inspecteurs du travail dans les organes de presse. Les contrats dans les rédactions entre les patrons de presse et les journalistes ne sont pas respectés. Certains journalistes travaillent dans des conditions difficiles au mépris des dispositions de la Convention. Monsieur le ministre, pourquoi l'État n'organise pas des inspections dans les rédactions pour vérifier si les dispositions de la Convention collective sont respectées et au cas échéant, prendre des sanctions contre ces patrons de presse? Mais pour le ministre de la Culture et de la Communication, l'heure n'est pas au contentieux. Abdoulaye Diop. On n'est pas à ce niveau-là. Déjà, réglons le cadre, on ne va pas commencer par le contentieux. Le plus important, c'est que ce code de la presse a été discuté avec l'ensemble des acteurs. Le décret a été signé, c'est les décrets d'application. Et aujourd'hui, c'est dans le process, c'est au niveau du secrétaire régional du gouvernement. Et au moment opportun, ça sera. Par ailleurs, le ministre est revenu sur les décrets adoptés dans le nouveau code de la presse. L'État a signé le projet de décret portant sur avantages et obligations des entreprises de presse, en particulier le financement du service public, ça c'est bon. Le projet de décret portant
portant création de fonds d'appui et de développement de la presse pour remplacer l'aide à la presse. Alors, on nous a demandé que les deux projets de décret soient fondus en un seul projet unique. Ce qui est présentement, c'est le secrétaire général du gouvernement. Le budget du ministère de la Culture et de la Communication 2020 s'élève à plus de 22 milliards de non-francs. Abdoulaye Diop, les bourses des étudiants vont être payées avant les congés de Noël. Une assurance du directeur des bourses, Lansana Konaté, rend ainsi les rumeurs faisant état d'un paiement des bourses au mois de février prochain. La libération immédiate et sans condition de Babacar Diop, Guy Marius Sagna et compagnie, c'est ce que veut le mouvement Rassure. Les membres de ce mouvement estiment que ces activistes n'ont pas violé la loi et que faire une marche est un droit absolu de tout citoyen. Ils dénoncent par ailleurs ce qu'ils considèrent comme une détention arbitraire et mettent en garde le gouvernement. Il est 7h11 et c'est la fin de ce journal, Babacar. Merci Sorno Natambaye. Voici les titres sport. Chertiyan Diagne. Mondial féminin de handball, c'est à Kumamoto au Japon. Le Sénégal en phase de remporter son premier match du tournoi. On est en seconde période et ce sont les Sénégalaises qui mènent devant Kazakhstan sur le score de 26-14. Mais il faudra rappeler que l'équipe du Sénégal est déjà éliminée pour avoir enregistré 3 défaites de rang. Limogeage annoncé des directeurs techniques nationaux du foot et du basketball. Le ministre des Sports fait dans le clair-obscur. Matarbad précisait d'ailleurs qu'une décision serait certainement prise et que ce serait dans l'ordre normal des choses de voir les gens bouger. Ligue 1 de foot sénégalaise, début du championnat demain. En attraction, Giraffe contre Génération Foot. Chertiyan Diagne, merci. Bonjour Charles Lefaille. Bonjour Babacar. A tout de suite pour votre chronique du vendredi RFM Matin à 7h40. Notre invité est Momar Ndao, le président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. Et bon début de journée à tous, RFM Matin, la culture, c'est Anna Rocha. Bonjour à tous. Le musée des civilisations noires a 1 an. Pour célébrer ce premier anniversaire, plusieurs activités telles que des rencontres scientifiques ou des expositions sont programmées durant 15 jours. Le directeur du MCN nous fait ici le bilan de cette première année de fonctionnement. Voici Hamadi Bokoum. Sur la base quand même des retours que nous avons eus depuis le début, je pense que ça a été une bonne entame. Ce musée est très jeune. Il a beaucoup d'ambition. Il a aussi, je pense, les moyens qu'il lui faut. Et les moyens ne sont pas nécessairement financiers. C'est surtout tout le capital intellectuel, toute la sympathie et tout l'engagement de la communauté, vraiment du monde des arts, des lettres et de la recherche. Ce qui fait que nous avons une espèce de bouclier naturel qui nous empêche de dériver. Et on a aussi un fil conducteur qui est la conférence internationale de préfiguration de 2016, qui a vraiment fixé l'orientation du musée. Une fixation d'ailleurs très bizarre, c'est par la négation. Ne pas être ethnographique, ne pas être anthropologique, ne pas être chromatique et ne pas être subalterne. En 1 an, on a changé 3 expositions importantes et on est en train d'en monter 2. Voilà, je pense aussi que la fréquentation est assez correcte, si comparé à ce qui se passe dans la plupart... On est à combien actuellement de fréquentation? C'est-à-dire qu'on a 2 types de fréquentation. Il y a beaucoup de fréquentation gratuite. Parfois c'est des scolaires, parfois c'est des officiels. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'on a à peu près frôlé les 100 000. L'intégralité de l'interview que nous a accordé Hamadi Bokoum à suivre demain samedi dans Khalam. Lundi prochain, le Grand Théâtre de Dakar va lui accueillir la plus grande compagnie de danse au monde, le ballet Béjar. Pour la première fois, un ballet russe va se produire à Dakar. Keïsi Bousso, le directeur général du Grand Théâtre. Et c'est un très beau ballet, un ballet professionnel qui fait le tour du monde. Donc, on a eu l'occasion avec Madame Tlou, qui est
une Russe qui est mariée avec les Sénégalaises et Russes, donc avec aussi l'ambassadeur de Russie qui nous a beaucoup permis, aussi qui nous a aidés pour faire venir ça. C'est plus de 15 000 kilomètres. Donc financièrement, ils nous ont aidés. Culturellement aussi, je pense que c'est important que les Sénégalais puissent envoyer là-bas des danseurs en Russie pour qu'ils puissent apprendre la danse contemporaine, la danse classique. Merci d'avoir suivi et à lundi pour de nouvelles actualités culturelles dans RFM Matin. Merci Anna Rocha. RFM Matin, 7h15. Chronique de Charles Fay maintenant. Et Charles, cette coupure dans la distribution de l'eau à Dakar et peut-être dans d'autres localités, ajoutez-y la hausse sur les tarifs de l'électricité, le calvaire des Sénégalais, des Dakarois. Sortons les cornes, entonnons la sonnerie aux morts et marchons vers notre fin, Aléa Jacta Est. Après nous être fait rôtir au barbecue Sénélec, nous voilà délavés par les travailleurs de la SDE. Notre eau nationale est devenue la gouttière financière pour une poignée de Sénégalais qui n'en ont rien à faire de nous autres, pauvres bougres destinés à subir, invités à boire l'indécence jusqu'à la lie normale. Le Sénégal communautariste est ainsi devenu. Chacun impose son point de vue, dicte sa loi, et tous se terrent dans le vacarme assourdissant des réseaux sociaux, tout réglé sur la plateforme d'existence virtuelle, quitte à en perdre son intelligence sociale. Ne dit-on pas que l'artificiel est le miroir du virtuel? Mais là n'est pas l'eau pour que beaucoup d'encre coule à flot. Voilà que le capital est revisité par le code syndical. Il n'est plus un stock de biens ou de richesses nécessaires à une production. Il n'est plus l'affaire de personnes physiques ou morales détenant des actions. Il est un combat à mort livré d'une part par son essence, de l'autre par le collectivisme pur et dur, pour ne pas dire par la nouvelle idéologie alimentaire du XXIe siècle, le communautarisme. Quitte du service, vous pouvez toujours courir. Et ce combat capitaliste de type nouveau vaut que les Sénégalais, vous et moi, qui ne pouvons que consommer l'H2O au prix cédé en manquions cruellement. Est-ce le prix à payer pour que l'État entende raison et fasse comme l'entendent les coupeurs de robinet? Mais l'État, c'est nous, eux y compris, sauf qu'eux sont en nous. Et pour ce qui nous concerne, on commence sérieusement à avoir marre de voir nos mères, nos femmes, nos sœurs, nos filles et fils courir les rues comme à l'ère primaire de la planète bleue à la recherche dégradante du liquide précieux. Ne soyons pas pressés. L'heure viendra où on se battra pour une goutte de flotte. Mais dans cette affaire de zèle est oublié l'essentiel, le respect dû aux Sénégalais. C'est à croire que nous valons si peu pour qu'on nous en impose autant. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que le plus excellent symbole du peuple c'est le pavé? Même si à propos de pavé, on pourrait en chercher tant le sable meuble nos décors urbains. Attention toutefois à trop marcher sur le pavé. Il pourrait vous tomber sur la tête, surtout s'il se découvre une raison, et celle-là est en train de naître sous nos yeux, la bombe sociale. Et le pire, c'est qu'on lui a posé une mèche, n'est-ce pas Guy Marius Sagna? Ta place n'est pas en tôle. Juma Boubarak et bon week-end à tous. La revue de presse Georges Détiediop à la une, l'émigration clandestine. Cette semaine, vous nous parliez de ces articles des journaux qui évoquaient la mort de 5 Sénégalais au large du Maroc. Eh bien, un bilan encore beaucoup plus lourd avec le naufrage d'une pirogue au large de la Mauritanie. 13 Sénégalais qui y ont péri. Oui, des Sénégalais parmi les 58 migrants morts dans le naufrage d'une embarcation en Mauritanie. Selon l'Observateur, 13 de nos compatriotes ont perdu la vie dans l'accident. L'Obs fait savoir que 8 rescapés sénégalais ont pu être secourus dans ce drame qui a fait également des victimes de diverses autres nationalités, dont celle de la Gambie, d'où est partie l'embarcation qui avait à son bord au moins 150 personnes. Libération qui indique que plusieurs victimes sont originaires des îles du Saloum, rapporte que l'Organisation internationale pour les migrants dit seulement avoir confirmation que 6 des 83 rescapés sont sénégalais. Ces migrants avaient embarqué le 27 novembre dernier à Bara, en Gambie, pour allier l'Espagne. Si l'on se fie à Libération, les victimes ont payé entre 200 et 500 000 francs CFA. À Dakar, les populations font les frais de la grève des travailleurs de la SDE. Selon Vox Populi, plusieurs quartiers de la capitale sont assoiffés. Le journal cite Ouakam, HLM Grand Yoff, Scat Urbam, Nord Foire, Patte d'Oie, Parcelles Assainies, Guédiawaye, Zakmbao, Diamniadio, entre autres, qui sont fortement impactés par la coupure
coupure d'eau qui est une conséquence, on le rappelle, de la grève des travailleurs de la SDE, dont la participation au capital de la future société de production et de distribution d'eau semble être un exercice délicat. En tous les cas, aux yeux de Source A, et pour cause, mon confrère dit avoir appris que Suez, désireuse de procéder à la réalisation de très grands chantiers, pourrait faire passer le capital actuel de la SDE de 3 milliards de francs CFA à 10 milliards, voire plus. Reste maintenant à savoir, s'interroge le journal, quel levier les travailleurs de la SDE vont actionner pour mobiliser le pactole attendu. Ce n'est pas le seul problème. L'AS fait état d'une bataille autour des 5% cédés aux travailleurs. Selon l'AS, la répartition des actions a fini par installer une tension entre des collègues du secteur. Si les travailleurs de la SDE pensent que leurs collègues de la SONES n'ont pas droit à des actions en tant que régulateurs du secteur, ces derniers répliquent en les traitant de cupides. Et pendant ce temps, note le journal, les consommateurs sont privés d'eau. Ils vivent aussi la mort dans l'âme, la hausse des tarifs de l'électricité, hausse qui est d'ailleurs à l'origine de l'emprisonnement de Guy Marius Sagna et compagnie qui ont entamé une grève de la faim. Et à ce propos, le quotidien nous apprend que Babacar Diop est à l'infirmerie, ce que confirme l'AS qui explique qu'il est affaibli par la diète. L'AS qui informe que 22 professeurs ont signé une pétition pour exiger sa libération. L'Infobar aussi, la une du quotidien Les Échos. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, lui, apporte son soutien. Dans un communiqué dont le journal Le Quotidien se fait l'écho, le SAES écrit que la place de Babacar Diop n'est pas dans une maison de correction, mais dans les amphithéâtres. Et qu'en est-il de Guy Marius Sagna? L'Observateur nous apprend que l'activiste de Frappe est dans la cellule réservée aux présumés terroristes. L'Obs qui met par ailleurs un visage sur les noms des personnes arrêtées lors de la manifestation contre la hausse du prix de l'électricité devant le palais présidentiel. Guy Marius, la force de frappe, Mamadou Diallo, le révolté de Limamoulaye, Pape Abdoulaye Touré, le roller contre l'injustice, Babacar Diop, le philosophe du combat, Souleymane Djokou, cofondateur des Gilets Rouges, Ousmane Sarr, le guerrier venu de Ndindi, et Fallou Galas, le calligraphe de la lutte. Un coup d'œil à présent dans le quotidien Enquête. Il est question d'une rupture récurrente des produits de la PNA. Population en sursis, titre le journal Le Enquête. Le docteur Fallousam déclare que la pharmacie nationale d'approvisionnement est au bord du gouffre pour notre sécurité et donc cette PNA, il y va de notre survie. Selon Enquête, il réclame un audit du circuit de distribution des médicaments dans les districts. On parle politique à présent avec le quotidien national Le Soleil qui s'intéresse aux partis politiques sénégalais, la faune des irréguliers. Seule une vingtaine sur 325 partis politiques ont une existence conforme à la loi. Depuis 30 ans, ajoute Le Soleil, malgré les constitutions de 2001 et 2016, la loi 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques n'a pas subi de modifications. Et l'on termine par les sports avec le journal Record qui met à sa une photo de Kalidou Koulibaly de Naples et de Virgil van Dijk de Liverpool. Il est question du meilleur défenseur mondial du moment. Une interrogation à la une du quotidien Record. Van Dijk plus fort que Kalidou Koulibaly? Georges Déthié Diop, la revue de presse.